Étienne Hanem est directeur d'études en histoire à l'EHESS. Ses travaux portent sur l'histoire sociale et culturelle à la fin du Moyen-Âge et sur l'historiographie et l'épistémologie de l'histoire. Il a notamment publié en 2018 Le travail de l'histoire aux éditions de la Sorbonne. Mercredi 8 avril 2026, Étienne Hanem était à la librairie Ombre Blanche à l'occasion de la parution de son ouvrage Pétrarque, portrait de famille aux éditions de Minuit. Le livre est à la fois le récit vivant d'une série de personnages traçant en creux le portrait d'une des grandes figures du patrimoine littéraire mondial et l'étude critique de l'imaginaire littéraire à l'aube de la Renaissance. La rencontre était animée par le libraire Samuel Péricot. Bonne écoute. Bonsoir, merci d'être venu ce soir pour écouter Étienne Hanem, qui est là juste à côté de moi, parler de son dernier livre, Pétrarque, portrait de famille. Je ne sais pas si certains ou certaines d'entre vous étaient présents pour la rencontre avec Patrick Boucheron il y a un mois. Pendant cette rencontre, Patrick a parlé d'un livre en disant que c'était un livre fabuleux et qu'il n'allait pas tarder à sortir. C'était celui-là. Donc, vous allez voir, je vais être un peu dithyrambique, mais j'ai le droit, parce que Patrick Boucheron est d'accord avec moi. Donc voilà, je suis assez rassuré. Je suis, pour le coup, une fois bien dans mes boîtes. Étienne Hanem, tu étais déjà venu il y a relativement peu de temps, finalement, il y a 1 an, pour parler d'un autre livre chez Minuit sur la manière dont Bourdieu a édité les textes de Panofsky chez Minuit et pourquoi il y avait eu cette reprise de cet historien d'art sur l'art gothique dans des collections de sociologie, principalement de sociologie chez Minuit. Après, tu es historien médiéviste. Sinon, tu as été pendant des années directeur des éditions de l'EHESS et de la Revue des Annales. Et maintenant, tu as regagné ton bureau et tes archives. Exactement. Et tu as le temps d'écrire des livres d'histoire médiévale dont personnellement je me réjouis, même si j'étais très content que tu sois éditeur aussi. Bah voilà, c'est un livre formidable. C'est un livre, moi, qui m'a beaucoup touché. Alors, je ne m'occupe pas de l'histoire de la littérature, mais par contre, en tant qu'historien, libraire du rayon histoire, je m'occupe du rayon des biographies. De manière générale, les biographies sont des histoires de grands hommes. La plupart sont militaires. Il y a un déroulé qui est chronologique. Ça commence à leur naissance, ça finit à leur mort. Des fois, ça a fini avec les statues qu'on élève en leur nom. On passe assez souvent sous silence les statues qu'on détruit ou qu'on finit par oublier d'eux. Et là, cette fois-ci, j'ai eu l'impression de pouvoir lire une biographie qui, tout d'un coup, me plongeait dans un univers un peu fascinant et me permettait de mieux comprendre les rapports de la littérature à la vie éternelle. Les rapports de la poésie à la religion, de savoir comment on peut construire une biographie de quelqu'un qui a laissé finalement peu d'archives, mais beaucoup de textes sur soi, et comment un individu a pu créer sa propre histoire au XIVe siècle, en Provence et au nord de l'Italie. Alors, peut-être pour commencer, je ne sais pas si toutes les personnes ici sont lectrices et lecteurs de Pétrarque assidus. Est-ce que tu peux nous préciser un peu qui il était et ce qu'il a bâti comme œuvre, rapidement? Oui, alors, quelques mots. D'abord, pour te remercier, pour remercier Ombre Blanche. C'est toujours un grand plaisir de venir ici. Vous remercier d'être venus toutes et tous pour discuter ce livre qui effectivement est organisé autour de Pétrarque. Alors Pétrarque, en fait, son vrai nom c'est Francesco di Ser Petrarco, c'est-à-dire François, le fils de Ser, c'est le titre que portent les notaires, maître en fait on dirait aujourd'hui, et Petrarco c'est le nom de son père
qui est un diminutif de Pierre ou de Piero ou de Pietro. Et en fait, il va modifier un peu son nom de famille et ça participe de cette histoire parce que c'est quelqu'un qui s'invente dans l'écriture et dans la littérature. Et il naît en 1304. Il fait partie des 3 écrivains de Toscane et autour de Florence, mais on verra que cette histoire est compliquée là aussi, qu'au XVe siècle, les Florentins appellent les 3 couronnes. Il y a Dante d'abord, qui est de la génération de son père, qui naît en 1265 et qui meurt en 1321, puis lui, François Pétrarque, on le francise aussi parce qu'il a vécu assez longtemps en Provence, et après lui, Boccace, Giovanni Boccaccio, Jean Boccace, qui est un peu plus jeune que lui, qui est né en 1313, et donc Dante, Pétrarque et Boccace, c'est la grande trilogie qui fonde à la fois la littérature moderne et l'italien moderne, puisque la langue dans laquelle ils écrivent est assez largement qui a donné l'italien standard. Et lui, en 1304, il naît à Arezzo, qui est une ville au sud de Florence, qui à l'époque était une ville très importante, parce qu'en fait ses parents sont réfugiés à Arezzo, parce que les grandes villes italiennes à cette époque sont le lieu de lutte de factions entre les Guelfes et les Gibelins, et à l'intérieur des Guelfes et des Gibelins, qui sont respectivement les partisans du pape et les partisans de l'empereur, il y a même des sous-groupes. Et donc le père de Pétrarque et sa mère d'ailleurs appartiennent à une de ces factions et qui, à partir de 1302, est la faction perdante à Florence, la même que Dante. Et donc ces gens sont exilés. Il naît à Arezzo et en fait la trajectoire de la vie de son père va connaître une inflexion assez forte parce que son père est notaire et financier. C'est quelqu'un qui travaille pour la commune de Florence et en fait il se met à travailler pour un certain nombre de gens, dont en particulier un grand cardinal qui s'appelle Nicolas da Prato. Et c'est l'époque où la papauté trouve refuge à Avignon et dans la région d'Avignon, le comtat venessin. Donc en fait, toute une série d'Italiens, des cardinaux, des financiers, des marchands et des notaires comme le père de Pétrarque viennent s'installer en Provence, à Avignon et autour d'Avignon. Et en fait, la capitale administrative du comtat venessin, ça n'est pas Avignon, c'est Carpentras. Et donc Pétrarque grandit à Carpentras, fait des études à Montpellier, puis à Bologne comme étudiant de droit, et puis abandonne ses études, et ça c'est très important dans sa vie parce que en fait son père, qui était notaire, voulait qu'il fasse du droit. Pétrarque, c'est la 4e génération de notaires. Donc vous imaginez une histoire familiale très déterminée par un rapport à l'écrit, mais un rapport à l'écrit pratique. Et puis Pétrarque, lui, veut être poète. Alors c'est des choses qui arrivent dans les familles qu'à la 4e génération de notaires, on veuille être poète. Mais Pétrarque fait quand même du droit parce que son père, lui, se projette dans une ascension sociale qui serait devenir juge, devenir professeur de droit dans une des grandes universités, la plus grande c'est Bologne. S'il rentrait dans l'église, faire une grande carrière d'évêque ou d'archevêque. Et d'ailleurs, l'ami d'enfance de Pétrarque, qui s'appelle Guido VII, qui appartient à au même cercle et qui fait le même genre d'études que lui finit archevêque de Gênes. Donc son père voit de grandes choses pour lui. Et Pétrarque, malgré les conflits avec son père, est assez docile jusqu'à l'âge de 22 ans. Il apprend que son père meurt et là il arrête tout. Il quitte Bologne, il revient à Avignon et il entre dans la familia, c'est-à-dire au fond la domesticité, la proximité de la famille Colonna, qui est une des 2 grandes familles romaines avec les Orsini et qui a donné à l'Église des papes, des cardinaux. Et au fond, il devient courtisan et là, il se met à se livrer à son métier de poète en même temps qu'il est courtisan. Et il vit à la cour des papes d'Avignon, en fait, de 1326, quand il revient de Bologne, jusqu'au tournant des années 1340-1350. Et à ce moment-là, à la suite de la mort du pape Clément VI, avec lequel il était encore assez lié, et surtout de la disparition du cardinal Colonna et de l'élection d'un nouveau pape qui ne l'aime pas, et donc qui met un peu en péril sa position à la cour, il part pour l'Italie, et ne va plus jamais revenir en Provence, c'est-à-dire que la 2e partie de sa vie va se dérouler toujours dans la familiarité des puissants, parce que Pétrarque, c'est un écrivain de cour, et c'est un courtisan au sens propre. Et il va d'abord vivre à la cour des Visconti à Milan, puis un peu du doge de Venise, et enfin à la cour des Carrare, qui sont les seigneurs de Padoue.
Et en fait, il meurt en 1374 dans sa maison de campagne qui se trouve dans les collines euganéennes, ces petits monts volcaniques un peu au sud-ouest de Padoue, dans un petit village qui s'appelle Arquois, qui aujourd'hui s'appelle Arquois Petrarca, parce que pour l'honorer, le village a pris son nom. Donc en 1374, à 70 ans, après une carrière qu'il a passée presque entièrement dans la familiarité des puissants, mais une carrière pendant laquelle il a écrit toute une série de textes dont certains sont devenus très fameux. Le plus célèbre, c'est sans doute celui qu'on appelle aujourd'hui le chansonnier, le canzoniere, qui est le grand cycle poétique amoureux de la fin du Moyen-Âge et qui est le modèle de toute la poésie renaissante et bien au-delà, puisque c'est là que Pétrarque formalise un genre qui existait déjà au XIIIe siècle, mais auquel il donne ses lettres de noblesse, et qui est le sonnet. Pétrarque, c'est vraiment le grand promoteur du sonnet, et la lyrique amoureuse venant du Moyen-Âge trouve une force nouvelle avec Pétrarque et le canzoniere. Mais Pétrarque écrit aussi beaucoup d'autres textes, on pourra parler de certains. Il y a quelque chose d'important pour notre propos, c'est qu'il a laissé une très grande correspondance. Et dans cette correspondance, qui elle est écrite en latin, il écrit à ses amis, à ses proches, à sa famille, et il raconte toute une série de choses sur sa vie depuis les années 1330 jusqu'aux années 1370. Et donc en fait, sa correspondance est à la fois un document littéraire extraordinaire sur disons, l'histoire des grandes correspondances, et vous pouvez penser à un certain nombre d'autres grands auteurs épistoliers, ou épistolières, si on pense à Madame de Sévigné, mais c'est aussi un document d'archives, c'est-à-dire que dans cette correspondance, il raconte toute une série d'événements arrivés à lui, à sa famille, à ses proches, et c'est une bonne partie de la matière du livre. Donc voilà, pardon, j'ai été un peu long, mais pour raconter cette histoire et que vous ayez en tête cette figure d'écrivain du XIVe siècle qui en fait est entièrement tournée vers la postérité, puisque ça a été à la Renaissance peut-être l'écrivain le plus lu, le plus connu, le plus discuté, bien davantage encore que Dante ou Boccace. Alors, les écritures notariales, on voit bien, on est derrière un ordinateur, on coche des cases suivant l'héritage qui se transmet. À la fin, ça imprime une feuille avec les différentes caractéristiques et qui reçoit quoi. Et la poésie, c'est facile aussi. On écrit des vers, on les envoie chez un éditeur de poésie, il les imprime et il les vend pas. Est-ce que c'était la même chose au XIVe siècle? Et finalement, est-ce que ça existait d'être poète? Alors, c'est effectivement toute la question autour de Pétrarque, et c'est une question centrale du livre, c'est-à-dire être poète au XIVe siècle, encore moins qu'aujourd'hui, ça n'est pas un métier. Ça n'est pas un métier, ça peut être une activité, et encore, les gens qui écrivent de la poésie pendant l'essentiel du Moyen-Âge sont d'abord des clercs qui écrivent de la poésie en latin, et puis ensuite ces gens qui sont les troubadours et les trouvères, qui écrivent de la poésie en langue vernaculaire, qui sont d'ailleurs pour un certain nombre des clercs, parce qu'il ne faut pas oublier que dans la société médiévale, on est dans une société où, disons, avant le XIVe siècle, 5 à 10% seulement des gens savaient écrire, et que ceux qui savent écrire, c'est d'abord les clercs, donc que même ceux qui écrivent de la poésie amoureuse en occitan sont très souvent des clercs, qui s'inventent un personnage littéraire ou des gens des petites cours du Midi, de la France et de l'Italie. Et donc, poète, c'est pas un métier. C'est pas un métier. Or, le rêve de Pétrarque, c'est précisément de faire de la poésie un métier. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui vient d'une famille de notaires, et les notaires sont des gens très importants dans la société médiévale, parce que au fond, plus encore qu'aujourd'hui, ils sont non seulement détenteurs d'un monopole, disons, sur la légalité des transactions, du mariage jusqu'au testament, mais ils sont aussi ceux qui, précisément, ont une forme de monopole sur l'écrit en dehors des clercs. Donc, c'est par les notaires que les pratiques d'écriture, d'archivage rentrent dans la vie quotidienne des sociétés médiévales de la fin du Moyen-Âge. Et donc, c'est des personnages considérables, y compris à l'échelle locale. L'arrière-grand-père de Pétrarque, un petit notaire de campagne en Toscane, mais en même temps, un petit notaire de campagne, c'est probablement la personne la plus importante de sa communauté, avec le curé et le seigneur du coin. Et Pétrarque, au fond, vit dans un monde d'écriture. Et il rêve,
en rêvant un peu à l'Antiquité romaine, en réalité, et à des figures de poètes qu'il va chercher chez Ovide, chez Virgile, sans parler d'Homère. Il rêve au fond d'un autre destin social. Un destin social dans lequel ce que les latins appelaient l'osium, c'est-à-dire le loisir, viendrait remplacer le neg osium, le contraire du loisir, et le negocium, c'est ce qui a donné en français le négoce. Et pour lui, ce que fait son père, ce que fait toute sa famille, c'est du négoce. Tout ce qui est du droit, tout ce qui est des finances, tout ce qui est marchand, c'est quelque chose dont il veut absolument se déprendre, au lieu de quoi il rêve de passer sa journée à lire et à écrire. Alors, on me dirait, on est nombreux dans ce cas, et donc la question que pose Pétrarque, c'est celle de l'invention d'un statut social, qui est le poète, et aussi de l'invention des conditions économiques de ce statut social, d'où la figure du courtisan. Parce qu'en fait, Pétrarque, c'est quelqu'un qui vit d'abord de la générosité d'un certain nombre de princes, qui, eux, s'alimentent de sa réputation. C'est-à-dire qu'avoir Pétrarque à sa cour, c'est avoir un des très grands poètes d'Europe à sa cour. Et au fond, ça coûte pas si cher de lui trouver un logement, quelques vêtements et de l'entretenir par rapport à ce qu'il va rapporter de prestige à ses protecteurs. Mais donc, vous voyez, on rentre dans une nouvelle économie et être poète devient une forme de métier, même si, effectivement, il n'existe pas de statut de poète, qu'il n'existe pas non plus d'éditeur. Donc, écrire de la poésie, ça veut d'abord dire l'écrire pour soi-même, la faire mettre au propre par des copistes, la faire circuler auprès de cercles amicaux. Et donc, c'est tout un monde à inventer, je dirais, qui est le monde des lettres. Et ce que j'essaie de raconter dans le livre, c'est aussi ça. C'est-à-dire, c'est aussi comment Pétrarque essaie à tâtons de se façonner une nouvelle position sociale qui, là aussi, est pionnière parce que on peut considérer que c'est un des tout premiers écrivains professionnels, même si cette professionnalité, comme aujourd'hui, vous savez, est fragile. Hein. Il y a très peu de gens aujourd'hui qui gagnent réellement leur vie, en particulier dans la littérature la plus exigeante grâce à ce qu'ils écrivent. Bon, c'était pareil au XIVe siècle. Tu as abordé cette question de l'otium et du négotium, qui est très intéressante dans le livre. Ça fait partie des nombreuses ambiguïtés de Pétrarque, c'est-à-dire il passe son temps à professer le repos, la lecture, une forme de retrait du monde, alors que c'est un courtisan qui vit à la cour, qui passe son temps à correspondre par écrit avec d'autres, à essayer de faire circuler ses textes. Est-ce qu'il y a toujours qui est peut-être obligatoire quand on parle d'écrivains ou d'inventeurs, c'est-à-dire cette différence entre leur vie réelle finalement et une vie fantasmée ou une vie qu'ils espèrent offrir à la postérité? Oui, tout à fait. Chez lui, c'est très frappant. C'est-à-dire que l'œuvre littéraire de Pétrarque est le lieu d'invention d'une vie rêvée. Et cette vie rêvée, elle est à la fois celle qu'il montre aux autres, mais celle aussi qu'il fait lire aux autres. Et une part de son succès consiste à remplacer en quelque sorte la vie réelle par la vie rêvée, qui est une vie de lettré, qui est une vie d'homme amoureux, qui est une vie de lecteur. Tandis que dans la vie quotidienne, effectivement, il faut bien vivre. Et c'est là où, comme beaucoup d'artistes, en fait, il y a une sorte de mécanique complexe qui relève pour partie du travail qu'on pourrait dire idéologique, c'est-à-dire tendre une image ou un écran, tandis qu'on est obligé de faire quelque chose pour vivre au quotidien qui est un peu différent. Donc Pétrarque, par exemple, vit d'abord dans l'entourage des Colonna. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, quand Giacomo Colonna, les deux fils Colonna qui vont devenir évêques et cardinal à sa génération, c'était des compagnons d'études à Bologne. Pétrarque et son frère, en fait, font des études de droit et rencontrent les deux frères Colonna. Et ils deviennent les meilleurs amis et ils mènent une vie d'étudiants plus ou moins animée à Bologne quand ils ont la vingtaine. Et puis, le jour où Giacomo Colonna, par exemple, devient évêque, et son premier évêché, c'est un petit évêché à Lombez, dans les Pyrénées, alors, par exemple, Pétrarque l'accompagne. C'est-à-dire que c'est ça, être familier, appartenir à la familia, ça a une dimension de domesticité, mais qui n'est pas simplement celle du service du valet,
qui est aussi celle du compagnon. Donc, quand Giacomo Colonna va à Lombez, Pétrarque va avec lui. Quand d'autres membres de la famille Colonna voyagent, il voyage avec eux. Quand il est à la cour des Visconti, il joue un rôle de parachancelier, c'est-à-dire que de temps en temps, il écrit pour eux, c'est leur plume. En fait, il rend toute une série de services. Il va voir le Doge pour rendre service au seigneur de Milan. Et à chaque fois que ça apparaît dans sa correspondance, ces choses-là, à la fois, elles apparaissent comme tout à fait marginales par rapport au centre de sa vie qui est les livres et l'écriture. Et puis d'autre part, elles apparaissent toujours comme une libre décision de sa part. C'est-à-dire que, il était là, il a décidé d'aller à Lombez, il a décidé d'aller voir son ami le Doge et de lui dire quelques mots parce que le seigneur de Milan voulait... On voit très bien qu'en fait, ce qu'il raconte, c'est une ambassade et qu'il joue un rôle de diplomate qui n'a d'ailleurs rien d'honteux, qui est même très honorable, si ce n'est que lui veut s'inventer comme un écrivain et que, évidemment, montrer que s'il va à Venise, ça n'est pas pour aller lire des manuscrits ou pour profiter de la ville, mais en réalité parce qu'il accomplit une mission pour un seigneur de Milan qui, au fond, le paye, en tout cas le fait vivre. C'est ce quelque chose qui disparaît un peu en chemin et que les historiens, les historiennes qui travaillent sur ce type de texte doivent essayer de saisir. Parce que dans beaucoup de cas, le seul témoignage qu'on ait sur toute une série d'épisodes de la vie de Pétrarque, c'est son propre récit. Donc on est obligé de lire un peu à contre-courant, si vous voulez, en tout cas de ne pas se laisser entièrement emporter par le flux de ce qu'il raconte pour arriver à saisir quelque chose de cette pratique sociale qui s'invente dans ce monde. D'autant qu'il y a effectivement la poésie amoureuse dont on a bien entendu parler. Il y a les traités sur tout un tas de sujets, souvent d'ordre spirituel ou philosophique. Et puis cette correspondance. Alors la correspondance, on a tendance à prendre ça comme une archive, un peu neutre et immédiate. Enfin, ce sont les courriers qu'il envoyait aux gens ou qu'il recevait. Et en fait, on lit la première lettre, ça s'adresse à Socrate. Ce qui est déjà une première surprise quand on connaît pas l'œuvre, mais qu'on a une vague idée de quelques vagues repères chronologiques. C'est assez facile à comprendre, mais voilà. Et en fait, c'est une œuvre qu'il a elle-même entièrement recomposée toute sa vie. Oui, alors ça aussi c'est très important pour comprendre Pétrarque. C'est-à-dire que si Pétrarque est si important, alors que ça n'est pas forcément l'auteur le plus lu aujourd'hui par rapport à Dante, c'est aussi parce que en fait, c'est l'inventeur ou le réinventeur de deux genres essentiels. D'une part, le cycle de poésie amoureuse qui est encore le modèle des romantiques et de beaucoup d'écrivains du XXe siècle. Et d'autre part, la correspondance comme œuvre littéraire. C'est-à-dire que ce qu'on appelle la correspondance de Pétrarque, ça n'est pas toutes les lettres qu'on a trouvées dans un bahut ou dans une armoire à sa mort, qui ont été rassemblées et éditées telles quelles. La correspondance de Pétrarque, c'est une œuvre littéraire fabriquée par Pétrarque lui-même à partir de ses lettres, mais à partir d'une sélection de ses lettres. C'est-à-dire que dans cette première lettre, qui est donc la lettre familière, la première lettre familière du premier livre, donc on le numérote 1-1, il y a tout un système de numérotation de ces lettres, il y a environ 600 lettres qui sont conservées, il en a écrit probablement des milliers. Et dans la première lettre, il raconte, et c'est le point de contact avec mon ami Patrick Boucheron, parce que cette lettre, elle suit de quelques semaines la Grande Peste, le passage de la Grande Peste à Avignon, et là, évidemment, c'est comme partout ailleurs, une hécatombe faramineuse, et Pétrarque écrit cette lettre, qui est probablement réécrite, et il raconte qu'après cette catastrophe, il se demande ce qu'il pourrait bien faire au fond dans la vie. Il a déjà 44 ans et il se dit qu'il va regarder en arrière ce qu'il a écrit et donc il ouvre ses coffres, il ouvre ses manuscrits, il voit toutes ces lettres. Il en a déjà écrit beaucoup à cette époque et il décide de les trier et d'en faire une œuvre littéraire. Donc il invente comme ça, au milieu de sa vie, on est en 1348, il invente le projet de la correspondance littéraire qu'en fait il réinvente, puisqu'il avait découvert en 1345 à Vérone un manuscrit de Cicéron qui avait été complètement oublié, enfin qu'on ne reconnaissait plus, et qui était la correspondance de Cicéron. Donc là,
il découvre ce modèle littéraire antique et il va le suivre tout en s'en affranchissant et inventer l'idée, au fond, qu'on peut raconter sa vie. Sa correspondance, c'est une sorte d'autobiographie arrangée. L'idée qu'on pourrait raconter sa vie par lettres. Et donc, il sélectionne ces lettres, il les réécrit, il les transforme, il en élimine plein. C'est-à-dire que tout le temps, quand on lit sa correspondance, on voit qu'il écrit à des gens à qui il dit qu'il a écrit avant, mais en fait, les lettres manquent. Donc, c'est une sélection. De temps en temps, il les réécrit complètement. De temps en temps, même, il invente des lettres. C'est-à-dire que des fois, il aurait besoin d'une lettre racontant ça ou ça pour l'architecture générale. Il va la réécrire. Et par conséquent, il façonne quelque chose qui est une correspondance, parce qu'elle se donne à lire comme des lettres, et certaines ont été réellement échangées, mais en même temps qui regarde aussi vers le roman épistolaire. Enfin, si on pense aux Liaisons dangereuses, par exemple, vous voyez que la correspondance de Pétrarque, elle est à mi-chemin entre une correspondance réelle qui aurait été éditée par des éditeurs et un roman par lettres comme les Liaisons dangereuses. Et donc, il faut lire cette correspondance comme ça. Et c'est ça qui est fascinant, c'est-à-dire cette capacité à inventer un genre littéraire et donc à nous raconter des histoires, à les fabriquer, à les réécrire parfois 20 ans plus tard en les modifiant un peu. Donc, on ne peut rien croire absolument de ce que Pétrarque raconte dans cette correspondance, mais c'est pas grave, parce que c'est là où, effectivement, on a affaire à des documents qui mettent en branle à la fois l'imagination et puis la méthode historique. Tu parles de 1348 et de la peste, c'est le moment d'une mort importante pour Pétrarque. La mort de Laure. Tu as déjà évoqué la mort du père qui lui a permis de quitter le notariat et de devenir poète. La mort de sa mère l'a aussi orienté vers la poésie. Est-ce que finalement chaque mort dans la famille de Pétrarque est une espèce de confirmation du fait qu'il faut aller vers la poésie ? Alors, chaque mort et même chaque vie, puisque au fond ce que raconte le livre, et c'est pour ça qu'il s'appelle Portrait de famille, c'est l'histoire de Pétrarque au croisement d'une histoire sociale, d'une famille italienne du XIVe siècle qui est documentée comme jamais. C'est-à-dire qu'au fond, on peut aller suivre les gens, et d'un imaginaire littéraire. Et dans ce tissage de l'histoire sociale et de la littérature, chaque membre de la famille joue un rôle important. Alors, il y a le père, il y a les grands-parents dont je parle au début du livre, il y a la mère dont tu viens de parler rapidement et qui, elle, est très importante dans l'imaginaire de Pétrarque. Et de même que Pétrarque devient poète au moment de la mort de son père, sa mère joue un rôle essentiel parce qu'elle meurt quand il est adolescent. Il a 14 ou 15 ans, on ne sait pas exactement au moment où elle meurt. Il en est très affecté. Et Pétrarque, comme beaucoup d'adolescents et d'adolescentes, écrit de la poésie, déjà. Et il détruit tout ce qu'il écrit quand il est adolescent et quand il est jeune homme. C'est-à-dire que les textes les plus anciens de Pétrarque conservés sont des textes qu'il a écrits entre 25 et 30 ans. Et il n'a rien gardé, sans doute parce qu'il trouvait ça trop mauvais, trop gênant, de ce qu'il a écrit quand il était jeune, sauf un seul texte. Le seul texte qu'il ait gardé de tout ce qu'il a écrit entre 14 ans et 25 ans, c'est le poème qu'il a écrit à la mort de sa mère, qui est un panégyrique funèbre en latin, qu'il garde avec lui toute sa vie. Et lorsqu'il réorganise un recueil de poèmes au milieu des années 1360, donc il a quand même déjà 60 ans, il va ressortir ce texte et le glisser au milieu de ce recueil de poèmes. Un texte un peu incongru parce que pour cette fois, il ne le réécrit pas. C'est-à-dire qu'il est écrit dans un latin d'adolescent qui n'a pas la dextérité et l'élégance du latin que Pétrarque va développer plus tard et qui sera d'ailleurs lui-même rapidement dépassé au XVe siècle. Donc si vous voulez, c'est un texte qui est très émouvant parce que c'est une sorte de souvenir d'enfance ou d'adolescence qu'il garde avec lui. Et ce panégyrique funèbre, il raconte quoi ? Il raconte qu'en fait, sa mère est morte, elle est au tombeau, et ce que Pétrarque va vouloir faire, c'est garder son souvenir et le célébrer, et qu'au fond, être écrivain, c'est garder le souvenir des morts, et qu'il espère que sa célébrité future en tant qu'écrivain
sera une sorte de tombeau pour lui et pour sa mère. Donc c'est ce texte-là. Donc vous voyez, la question familiale est très très forte. Et dans cette question familiale, on a un certain nombre de personnages, et il y a ce personnage qui tient le rôle de l'épouse, en quelque sorte, qui est Laure, personnage littéraire très célèbre. Laure, c'est la femme à qui le canzoniere est dédié, est destiné. Mais c'est un personnage un peu paradoxal, parce qu'elle joue le rôle de l'épouse, mais c'est une épouse d'abord toute spirituelle, alors même que Pétrarque a une vie sentimentale et sexuelle. Il a 2 enfants, il ne dit jamais avec qui, c'est-à-dire qu'on ne sait pas qui est l'identité de la femme, il ne s'est jamais marié, mais ces 2 enfants, on ne sait même pas si c'est de 2 mères différentes. Enfin, je veux dire, il fait entièrement disparaître, et là vous voyez ce que c'est aussi que la littérature, c'est vertigineux. En fait, la littérature, ça fait apparaître des choses, mais ça en fait disparaître d'autres. Donc, on ne sait pas avec quelle femme Pétrarque a vécu pour de vrai, mais on sait en tout cas que celle à qui il a rêvé, c'est Laure, qui est censée être morte dans la Grande Peste en 1348. Et alors, évidemment, s'ouvre une question sur le statut de Laure, qui est une question qui se pose depuis 700 ans et qui n'a jamais été résolue. Est-ce que Laure existait ? Est-ce qu'elle a vraiment existé ? Est-ce qu'elle n'est qu'un être de papier ou de parchemin que Pétrarque a inventé pour les besoins de sa poésie amoureuse ? Ou est-ce qu'elle correspondait à quelqu'un pour de vrai ? Et donc, la partie du livre qui porte sur Laure essaie d'explorer ce couple assez étonnant, y compris quand on cherche dans les détails, parce que dès les années 1330, il y a une lettre justement d'un des frères Colonna. On n'a pas la lettre de Colonna, mais on a la réponse de Pétrarque, qui lui écrivait visiblement en lui disant « Mais Laure, est-ce qu'elle existe ?» Donc ça veut dire qu'un des meilleurs amis de Pétrarque, quand il avait la trentaine, n'était pas sûr que celle qu'il appelait sa muse existait pour de vrai. Vous voyez, on est vraiment dans la suspicion la plus radicale, quoi. Je vais lire le passage, si vous voulez bien. Alors, en travaillant un petit peu la rencontre, j'ai passé mon temps à mettre de côté des passages qu'il faudrait lire, parce qu'il y a sans arrêt des extraits de Pétrarque. Je pense que j'aurais pu tenir une bonne partie de la nuit, donc on va de temps en temps, quand ça vient dans la conversation. Donc c'est cette lettre-là à Giacomo Colonna. « Que dis-tu donc ? Que j'ai inventé le beau nom de Laure pour pouvoir parler d'elle, et à cause d'elle faire parler beaucoup de moi. Qu'en réalité, je n'ai aucunement Laure dans l'esprit, sauf peut-être le laurier des poètes, auquel de longues et infatigables études attestent que j'aspire. Qu'au sujet de la personne de Laure dont la beauté semble me tenir captif, tout est artificiel, fictif, mes poèmes, simulés, mes soupirs. Puisses-tu vraiment ne plaisanter que là-dessus ? Ah, s'il y avait chez moi de la simulation et non pas de la passion. Mais crois-moi, personne, sans fournir de grands efforts, ne peut feindre bien longtemps. Peiner tout simplement pour paraître insensé, c'est là le comble de la folie. Ajoute que, tout en étant bien portants, nous pouvons imiter par nos mimiques ceux qui sont malades, mais nous ne pouvons simuler leur pâleur. Ma pâleur, ma peine te sont connues. C'est pourquoi je crains encore davantage que par ton enjouement tout socratique, qu'on appelle ironie, et en ce domaine, tu ne le cèdes même pas à Socrate, tu ne veuilles te moquer de mon mal. Mais attends. Ma plaie se cicatrisera avec le temps, et en moi se vérifiera ce mot de Cicéron. Le temps blesse, le temps guérit. Et contre cette Laure que tu dis simulée, mon Augustin simulé me sera peut-être utile. En effet, grâce à mes lectures nombreuses et sérieuses, grâce à mes nombreuses méditations, je serai vieux avant de vieillir. Quand même, il se retrouve à sélectionner ses lettres et à mettre dans sa correspondance une lettre qui remet en question sa propre œuvre ou la réalité de sa propre œuvre. Alors, effectivement, c'est une lettre très troublante, donc elle date de 1336, il a 32 ans,
il commence seulement le projet du canzoniere et donc il vit à Avignon à cette époque et Giacomo Colonna, c'est vraiment un de ses meilleurs amis. Donc ça, en gros, on est dans un contexte où les amis de Pétrarque n'ont jamais rencontré sa copine, quoi. Enfin, ils lui disent, mais enfin, t'es mythomane, elle n'existe pas, ta copine. Et donc Pétrarque se retrouve à la fois à répondre à ça, et puis à répondre à une accusation beaucoup plus grave que celle d'un groupe d'amis qui plaisante. Mais il y a cette dimension aussi. Enfin, je veux dire, il faut rendre leur chair aux personnages médiévaux. C'est pas juste des êtres d'esprit. Donc, c'est des gens qui plaisantent, mais qui plaisantent sérieusement parce que derrière, il y a cette œuvre littéraire en train de se construire et dans laquelle Pétrarque se présente comme une âme en peine qui soupire après l'or et qui ne va jamais pouvoir la séduire et qui échoue sans cesse à partager avec elle un destin amoureux. Et il y a ce jeu littéraire incroyable où d'un seul coup Pétrarque dit mais en fait, si ça se trouve, l'or elle n'existe pas. Au fond, c'est ce que les poètes disent de la littérature amoureuse, c'est une invention, précisément une invention de poète. Et peut-être que toute cette peine est une peine imaginée pour pouvoir écrire. Et c'est un peu cette question que j'explore, si vous voulez, dans le portrait de famille, celle qui est à la place de la femme. C'est cette femme dont on ne sait rien et dont on n'est pas sûr qu'elle ait existé. Donc je prends quelques témoignages de l'époque pour essayer de savoir ce qu'on peut savoir, mais je viens à la suite de beaucoup d'autres, puisque en gros, dès le XVe siècle, tout le monde se demande qui était cette Laure. Alors toutes les familles provençales un peu importantes qui ont une fille qui s'appelle Laure sont successivement examinées. On dit, en fait, c'était Laure de Nord. Ah non, pas du tout, c'était Laure de Sade, c'était X, c'était Y. Et derrière, il y a ce jeu de mots qui est permanent dans l'œuvre de Pétrarque, Laure, laurier, Laura, laurea. Et le laurier, c'est ceux qui donnent la couronne du poète. Et Pétrarque est couronné prince des poètes en 1341. Il reçoit la couronne de laurier. Et à mesure des 3 chapitres que je consacre à l'or, j'avance dans l'idée qu'au fond, Pétrarque présente l'or comme une femme réelle. Et puis, peu à peu, il la présente comme l'image de la gloire. Et puis, en dernier lieu, l'or finit par représenter la poésie elle-même. Ce dont Pétrarque est amoureux, c'est de la poésie d'abord. Et qu'au fond, ce que Pétrarque désire, c'est de désirer. Il a besoin et envie de désirer pour pouvoir écrire de la poésie. Ça n'est pas parce qu'il est amoureux qu'il écrit de la poésie, c'est parce qu'il veut écrire de la poésie qu'il faut absolument qu'il tombe amoureux, qui est un jeu d'ailleurs qu'on trouve déjà chez Ovide. Et donc, il laisse cette lettre comme une sorte de signe à l'intérieur de sa correspondance pour jeter la suspicion tout en, évidemment, s'en récriant et disant que tout ça est faux. Et donc, en fait, on ne saura jamais si l'or a existé pour de vrai ou pas. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il n'y a aucun personnage historique documenté dont on est certain que ce soit l'or et que finalement, ce n'est pas très grave parce que, quelle que soit la réalité archivistique et documentaire de l'or, ce qu'il faut comprendre, c'est sa fonction imaginaire et symbolique pour Pétrarque. C'est-à-dire que l'or est l'archétype de la muse au sens poétique. Et c'est parce que des générations et des générations de poètes ont cru que l'or existait, qu'ils ont écrit des poèmes à leur tour. Et là, on peut aller de Ronsard à Lamartine et bien au-delà. Disons qu'en tout cas, si l'or n'a pas existé, elle a fini par exister très fort dans la tradition littéraire et par créer un jeu de rôle qui est d'ailleurs aussi un jeu de rôle genré, puisqu'il se joue quelque chose du rapport entre le masculin et le féminin dans le discours de Pétrarque. C'est-à-dire que cette femme qui est en partie inventée est le prétexte pour célébrer la figure du poète, alors même que les femmes réelles de la vie de Pétrarque, elles, sont complètement laissées de côté. En 3e lieu, c'est une réponse à une lettre de son frère Gherardo. En 3e lieu, je redoute encore plus violemment que la mort la vie commune avec les femmes, sans laquelle autrefois je ne pensais pas pouvoir vivre, et bien que souvent je sois assailli de violentes tentations, cependant, lorsque je me remets à réfléchir à ce qu'est la femme, je reviens à ma liberté et à ma paix. C'est quand même un peu dur, quoi. Alors, donc, si vous voulez, c'est un livre qui n'est effectivement pas une biographie, c'est un portrait de famille
dans lequel j'essaie de restituer un groupe social et dans lequel la question du genre est cruciale. C'est-à-dire que ce livre, pour moi, est en partie guidé par le rapport de genre entre les hommes et les femmes au XIVe siècle. Et donc j'essaie de décrire le rapport avec sa mère, j'essaie de décrire son rapport avec les femmes et avec cette femme imaginaire, en montrant comment, dans un schéma classique, l'idéalisation de la femme a pour pendant la dévalorisation des femmes réelles. Je parle aussi des relations avec sa fille. Et de fait, il y a une structure patriarcale qui est extrêmement forte et qui correspond à la structure sociale du XIVe siècle. Christiane Clapiche-Zuber, qui est une des plus admirables historiennes du genre et de la famille au XIVe siècle, a bien montré comment, dans le monde florentin en particulier, on avait affaire à une société extrêmement patriarcale. Donc, au fond, la famille de Pétrarque, elle est comme les familles florentines ou toscanes de cette époque, mais que le fait que c'est un grand écrivain y ajoute une dimension, si vous voulez, dans la très longue durée. C'est-à-dire que ce que Pétrarque écrit, cette forme qu'on pourrait dire de misogynie, c'est un peu plat encore pour décrire la réalité de ce qui se passe, parce que il y a chez Pétrarque la fabrication d'un imaginaire du grand écrivain qui passe par une forme d'infériorisation des femmes. Et c'est ça aussi que j'essaie de décrire dans le livre, c'est-à-dire une part de l'héritage pluriséculaire de cette littérature de la Renaissance consiste aussi à fabriquer une position de l'écrivain qui est forcément un homme, et qui est forcément un homme hétérosexuel qui désire les femmes, mais qui en fait ne les désire que parce qu'elles sont la matière de son œuvre. Et que dans cette œuvre, à chaque fois qu'il parle d'une femme réelle, il dit des choses qui sont plutôt déplaisantes. Que sa mère est quelqu'un auquel il a été infiniment attaché, mais qu'il en parle 10 fois moins que de son père. Voilà, la grande figure de ses ancêtres, en fait, c'est son père. Que d'ailleurs, il privilégie la lignée paternelle par rapport à la lignée maternelle, ce qui est quelque chose de très étonnant du point de vue sociologique. Parce que là aussi, si on fait de l'histoire sociale à rebours de son œuvre, on s'aperçoit que son père a fait ce qu'on appelle un mariage hypergamique, c'est-à-dire qu'il s'est marié au-dessus de son rang, que la mère de Pétrarque était issue d'une famille patricienne importante du monde de Florence. Il n'en parle jamais. Il ne tire pas du tout gloire de la lignée de sa mère, alors qu'il met la lignée de son père toujours en avant. Et ça continue avec ses enfants, puisque en fait Pétrarque a un fils et une fille, et qu'il pratique entre son fils et sa fille une différence qui est inversement proportionnelle à l'affection que son fils et sa fille ont eue pour lui. Et là aussi, ça raconte une histoire qui est une histoire banale des sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'en gros, Pétrarque vit les 10 dernières années de sa vie auprès de sa fille et dans la famille de sa fille. C'est elle qui s'occupe de lui au quotidien. Mais en fait, sa seule préoccupation, c'est son fils. Et un fils qui ne cesse de le décevoir, par ailleurs, parce que ça n'est pas un père particulièrement commode. Être le fils d'un grand écrivain, ça n'est pas probablement une position sociale très enviable. Mais Pétrarque parle 10 fois plus de son fils que de sa fille dans son œuvre. Donc, voilà, cette clé de lecture, elle est fondamentale pour comprendre à la fois Pétrarque, mais à travers Pétrarque, comprendre quelque chose de la société de la fin du Moyen-Âge et de la littérature dans la longue durée. Quand il parle de son fils, ça donne des choses comme ça. Ce garçon remuant, qu'au prix de si grandes difficultés j'ai élevé pendant 23 ans, pour être dans ma vieillesse un soulagement à mes fatigues et l'ornement et la joie de ma maison, ce garçon est devenu l'unique souci de ma vie, son unique honte, son unique douleur. Et contrairement à ce que je présageais, lui qui serait très doué pour la science, il se montre ennemi de la vertu, de mœurs mauvaises, paresseux, envieux, obstiné, esclave de ses passions et adonné au vice. Il y en a plein. Sur son fils, en même temps, du coup, son fils, il a une existence réelle. C'est-à-dire qu'on sent qu'il a une personnalité, il agit à l'encontre de Pétrarque, on sent qu'il le fait chier autant que lui-même a emmerdé son père avec le fait de ne pas vouloir être notaire. Mais de l'autre côté, sa mère, elle n'existe pas, sa fille n'existe pas non plus.
Ou en tout cas, effectivement, elle n'existe que dans des fonctions sociales qui sont l'affection de sa mère, puis l'affection de sa fille, qui est en même temps son soutien. C'est-à-dire que c'est parce que sa fille est là qu'il peut aussi écrire aussi tranquillement quand il est vieux. Donc les femmes sont mises du côté de cette capacité à soutenir, à accompagner. C'est la problématique. Aujourd'hui, les sociologues, les anthropologues diraient que c'est la question du care. C'est-à-dire qu'au XIVe siècle, ces femmes aident Pétrarque à être écrivain, mais en revanche, il s'en soucie fort peu. Et ce dont il se soucie, c'est cette structure de conflit de génération entre les hommes, où lui s'est affronté à son père qui voulait absolument qu'il soit juriste, et puis s'affronte ensuite à son fils. Et alors là, tu as lu cet extrait, mais il y en a beaucoup d'autres. C'est-à-dire Pétrarque est d'une très grande violence avec son fils. Ils ont des rapports qui sont catastrophiques, à front renversé avec ceux de son père. Parce que qu'est-ce qui se passe avec son fils ? Quand son fils a 15 ans, c'est-à-dire à l'âge où Pétrarque est parti étudier le droit à Montpellier avant d'aller à Bologne, il fait en sorte que son fils bénéficie de tout ce dont lui aurait voulu bénéficier quand il avait son âge. Donc, il va voir le pape et il obtient pour son fils un bénéfice ecclésiastique, c'est-à-dire une charge de chanoine qui, au fond, est une sorte de rente. Donc, à 15 ans, son fils est indépendant financièrement grâce à la faveur du pape et il devient rentier. Il l'inscrit dans une des meilleures écoles pour apprendre le latin et les humanités, c'est-à-dire ces écoles qui commencent à fleurir dans le nord de l'Italie, à Padoue, à Parme, à Vérone, et qui vont être le terreau de l'humanisme. Donc il lui donne un maître, et en fait il lui donne la vie rêvée. Lui a dû aller faire du droit et s'est emmerdé, et en fait son fils a 15 ans, il a les meilleurs maîtres pour apprendre la poésie, la littérature, et il a l'indépendance financière. Et en fait, son fils n'en veut pas. Son fils ne fait rien de ce que Pétrarque veut. Il déteste les lettres. Il y a des passages où il dit qu'il déteste les livres. Enfin, il y a une sorte de structure de conflit de génération qui est admirable. Et comme son fils n'a jamais la parole, on ne sait pas ce qu'il voulait en fait pour lui. Son fils, il avait sûrement une idée. Mais en tout cas, il ne voulait pas de la vie que son père avait imaginée pour lui. Et donc, entre 15 ans et 24 ans, les rapports du père et du fils sont catastrophiques, ce qui est un autre volet de l'histoire familiale, parce que son fils se réfugie même, il vit pendant 2 ans chez un ami de Pétrarque. Enfin, disons, c'est vraiment un affrontement qui déchire la famille, mais qui est une autre manière de comprendre ce qu'est cette figure de grand écrivain. C'est pas juste un problème psychologique, si vous voulez, c'est aussi une question de structure sociale, c'est-à-dire que Pétrarque a voulu s'inventer une position d'écrivain. Il a voulu d'une certaine manière la transmettre à son fils. Et là, il découvre que les choses sont moins simples, que être écrivain, c'est une forme d'héritage immatériel et que les vrais héritiers des écrivains ne sont souvent pas leurs enfants. Et en tout cas, qu'il y a peu de grands écrivains, fils de grands écrivains. Et il rencontre cet affrontement terrible qui tourne court parce que comme l'or a été... sans doute, ou peut-être, de façon fictive, emporté par la peste de 1348, son fils, lui, meurt bien réellement à Milan de la deuxième grande vague de peste en 1361. Et donc à 24 ans, alors même que Pétrarque, on le sent dans ses lettres, ne cesse de l'insulter, mais rêve toujours de se réconcilier avec lui, eh bien, il meurt de la peste, et au fond, ça restera pour lui une blessure, parce que il meurt l'un et l'autre... irréconciliés et sans s'être finalement jamais compris. Et l'épitaphe funèbre de son fils est un texte terrible. Enfin, le petit texte qu'il écrit au moment où il apprend que son fils est mort, c'est un texte d'une tristesse infinie pour un père. Enfin, donc tout ça habite en fait son œuvre de cette façon. Pour faire le lien entre le père et le fils, il écrit donc sur son fils notamment « Il n'est pas mal doué, je crois. Il m'est difficile d'en juger car, soit du fait de ma présence ou de la conscience de son ignorance, il se trouble tellement qu'il garde toujours devant moi un silence obstiné. Mais je ne puis affirmer qu'une chose. Je n'ai jamais vu personne qui ait plus d'aversion pour les lettres. Il n'éprouve de haine ou de crainte que pour les livres, qu'il considère comme ses seuls ennemis. » Alors, on peut faire le lien avec un épisode... formidable de la relation avec son père. Où là, du coup, c'est Pétrarque qui se raconte jeune homme.
Mais je devais te faire entendre une histoire aussi risible que pitoyable. Il se trouva un jour que, par une inspiration bien peu compréhensible, mais en tout cas bien peu indulgente, tous les livres que j'avais pu acquérir de Cicéron, en même temps que quelques ouvrages poétiques, furent, sous mes yeux, sous prétexte qu'ils me détournaient de travaux plus lucratifs, tirés de la cachette où, craignant ce qui arriva peu après, je les avais dissimulés, et livrés aux flammes, tout comme des livres hérétiques. À ce spectacle, je me pris à gémir comme si j'avais été moi-même jeté dans ce feu. Me voyant dans pareille tristesse, mon père, je me souviens, arracha tout au coup au feu 2 livres que l'incendie avait presque consumés, et, tenant Virgile dans la main droite et la rhétorique de Cicéron dans la gauche, me les tendit en souriant l'un et l'autre, alors que j'étais toujours en pleurs. « Prends, dit-il, celui-ci, le meilleur qui soit pour consoler ton cœur. Celui-là, pour t'aider un peu dans tes études de droit civil. » Consolé par ses compagnons, peu nombreux mais si importants, je ravalai mes larmes. Pétrarque, c'est l'homme-livre. Alors, exactement, ça, c'est une scène extraordinaire. Donc Pétrarque raconte cette histoire à un de ses amis, c'est toujours dans sa correspondance, alors qu'il est vraiment âgé, hein, il a plus de 60 ans, donc il n'a jamais raconté ce souvenir de jeunesse ou d'enfance. Enfin, on peut penser qu'il a 13-14 ans à cette époque. Et donc, selon ce souvenir, un jour, il faut imaginer la maison familiale à Carpentras, Pétrarque commençant ses études de droit et passant au fait tout son temps à lire de la poésie, et son père venant confisquer ses livres et les jeter au feu. Et cette scène originelle, enfin j'essaie de l'explorer, y compris dans ses résonances psychanalytiques, dans les relations qu'il entretient avec son père, qui est une scène fascinante et qui est d'une théâtralité parfaite, surtout quand on songe à son fils ensuite qui va détester les livres. Une scène en même temps à laquelle il est difficile de croire absolument si on se replace dans le contexte des années 1310. C'est-à-dire que le père de Pétrarque, certes, c'est un notaire, certes, il veut qu'il fasse des études de droit, mais il appartient à un milieu social qui est celui des tout premiers Italiens en Provence qui commencent à redécouvrir des manuscrits antiques. Enfin, c'est quelqu'un qui est très intéressé par les lettres, qui n'est pas un écrivain professionnel, mais qui a la passion des manuscrits et des lettres classiques, et c'est ça qui transmet à Pétrarque. Par ailleurs, c'est un notaire qui connaît bien le prix des choses. C'est à peu près... Non, mais au sens, les manuscrits de parchemin d'auteurs latins dans les années 1310, ça vaut très cher. Donc, l'idée d'imaginer que, pour faire un exemple à son fils qui suivait mal ses cours à la fac de droit, il ait fait brûler des manuscrits précieux, c'est quelque chose... Il est très peu probable que cet épisode se soit déroulé de cette façon, qu'il l'ait menacé, qu'il ait fait plein de choses. Je ne sais pas, et au fond, ça c'est pas vraiment le métier de l'historien, mais réfléchir à cet épisode, qui a très très peu de chances de s'être déroulé comme ça, vu qui était le père de Pétrarque, c'est réfléchir en tout cas à la manière dont il imaginait représenter son propre conflit avec son père. C'est-à-dire que son père, c'est quelqu'un qui effectivement a voulu lui barrer la route de la poésie, tout en arrachant Virgile aux flammes et en lui redonnant tout de même. Et donc vous voyez que y a cette lueur d'espoir tardive qui fait que son père le remet tout de même sur la route. Et puis il y a d'autres souvenirs d'enfance chez Pétrarque, et il raconte aussi que quand il était petit, son père lui faisait la lecture des classiques latins. Enfin, il faut aussi imaginer toute cette... C'est-à-dire que si Pétrarque est devenu ce qu'il est devenu, c'est quand même le fruit d'une éducation. Et une partie du livre explore aussi cet aspect de sociologie culturelle, en fait. C'est-à-dire qu'il y a la transmission d'un héritage, un problème qui est un problème, au fond, de reproduction. On parlait ici, l'année dernière, de Pierre Bourdieu et de Panofsky. La sociologie de Bourdieu, ici, permet quand même d'éclairer un certain nombre de questions dans les rapports entre Pétrarque, son père, et ensuite son fils. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on transmet ? Qu'est-ce que cette espèce de choses un peu inconnues que Bourdieu et d'autres vont appeler le capital culturel, mais qui, au fond, au XIVe siècle, est en théorie plutôt la possession de l'Église, et qui devient finalement la possession d'autres gens, ces gens qu'on va appeler les humanistes,
mais qui tâtonne en construisant ça et puis en cherchant à le transmettre. Et le fils de Pétrarque a été, de ce point de vue, une sorte de reflet inversé du grand-père, en détestant les livres et en empêchant son père d'en jouir tranquillement. Il y a d'autres scènes où il raconte que quand il vit chez lui, son fils fait la fête avec ses amis, fait du bruit, l'empêche de travailler. Enfin, c'est quand même aussi assez amusant, cette part, enfin, en tout cas frappant. Après, Pétrarque s'est trouvé un espèce de fils adoptif dans la personne de son gendre, qui deviendra son exécuteur testamentaire. Je ne sais pas si on peut dire ça pour l'époque. On va le laisser de côté pour l'instant parce qu'il reste aussi tout un pan familial qu'on n'a pas du tout abordé, qui sont ses frères et sœurs à Pétrarque. Alors, effectivement, on a contourné pour l'instant quelque chose de central dans le livre qui est l'Adelphi, si on veut désigner à la fois les garçons et les filles, c'est-à-dire les frères et sœurs de Pétrarque, puisque le livre commence avec, en fait, un peu comme en anthropologie de la parenté, il commence avec ses ascendants, il finit avec ses descendants, et puis le milieu du livre, c'est ses frères et sœurs, et donc la parenté du niveau de égaux, au sens des anthropologues, et l'alliance, donc la femme à la fois présente et absente. Et les frères et sœurs de Pétrarque, en fait, ils sont plusieurs, mais quand on lit la correspondance de Pétrarque, il n'y en a qu'un. Et là aussi, c'est une histoire imaginaire fascinante, c'est-à-dire que Pétrarque a un frère qui s'appelle Gherardo, et qui est un des personnages les plus importants de sa vie personnelle, littéraire, intime. Mais en fait, quand on regarde de près, on s'aperçoit qu'il avait aussi une sœur. Et alors là, on retrouve ce schéma qu'on a essayé de décrire depuis le début, de dissymétrie entre les hommes et les femmes, c'est-à-dire que sa sœur, on ne sait rien d'elle, par Pétrarque en tout cas. On a un document qui montre qu'elle s'est mariée et qu'elle a poursuivi sa vie. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'elle s'appelle Selvaggia, et Selvaggia, c'est le nom d'une héroïne de poésie du début des années 1300, ce qui veut dire que le père de Pétrarque lisait de la poésie, en l'occurrence la femme idéale de Cino da Pistoia, qui est un poète de la même génération que Dante, s'appelait Selvaggia. Et donc, le père de Pétrarque, qui, à mon avis, pour autant qu'on puisse le documenter, était un amoureux, lui aussi, des lettres, mais d'une façon très différente de son fils, a donné à sa fille le nom d'une héroïne de littérature, ce qui n'est quand même déjà pas rien. Mais cette Selvaggia, Pétrarque n'en parle jamais. Alors, pour toute une série de raisons, et aussi parce que les destins familiaux sont divergents, et qu'elle se marie en Toscane, et qu'en fait, ils connaissent des vies qui sont tout à fait séparées à partir de l'adolescence. Mais enfin, quand même. Donc, il a une sœur dont on ne sait rien par lui. Il a un frère qui est mort en bas âge. Et ça, c'est intéressant aussi sur la démographie de ces sociétés. C'est-à-dire que tout le monde ne survit pas à la petite enfance, on le sait. Et il y a un texte très touchant dans lequel Pétrarque évoque ce frère qui lui a été ravi par la mort dans la petite enfance. Il n'en reparle jamais. On sait que, disons, Pétrarque devait être suffisamment grand pour se souvenir de la mort de son frère. Donc l'hypothèse que je fais, c'est que Pétrarque est né en 1304. Le frère important pour lui, Gherardo, dont je vais parler, est né en 1307. Probablement, il y avait un petit frère qui devait être né en 1310, 1311. Pétrarque devait avoir 5-6 ans et se souvenir de l'existence de ce frère mort très vite, mais enfin lui aussi disparaît de la scène. Puis alors, histoire encore plus fascinante d'une certaine façon, Pétrarque a ce qu'on appellerait aujourd'hui un demi-frère, mais qui, dans la société médiévale, est un frère comme les autres, parce qu'on ne se représente pas la parenté tout à fait de la même façon. Et donc, Pétrarque a un demi-frère parce que son père se remarie, et ce demi-frère qui s'appelle Giovanni Petrarca, lui, est connu grâce à toute une série de documents d'archives, parce qu'il devient moine en Toscane, et alors de lui, Pétrarque ne parle jamais. Mais jamais, c'est-à-dire qu'il disparaît complètement. Si on n'avait pas toutes les archives retrouvées, on ignorerait son existence. Et c'est seulement dans les années 1980, qu'il y a eu une série de travaux sur le demi-frère inconnu de Pétrarque. Donc en fait, il a une sœur, un frère mort en bas âge, un demi-frère, et en fait, quand Pétrarque parle de sa parenté, il dit seulement « mon frère ». Et mon frère, c'est Gherardo. Alors pourquoi ce frère est si important ? D'abord,
je lui consacre plusieurs chapitres parce que lui aussi, il participe à sa vie sociale et à sa vie rêvée d'écrivain. D'abord parce qu'il a que 3 ans d'écart avec lui et que son père lui fait faire aussi des études de droit. Donc en fait, c'est son compagnon d'études. Il est avec lui à Bologne pour rencontrer les Colonna. Et ensuite, c'est son compagnon de courtisanerie, puisqu'il rentre aussi dans la familiarité des Colonna, et que Pétrarque et son frère habitent ensemble quand ils ont la vingtaine, la trentaine. Il y a d'autres lettres qui sont assez fascinantes, où Pétrarque raconte leur vie de jeunes hommes qui draguent, qui font de la poésie, qui font la fête. Enfin, il décrit vraiment la vie de jeunes courtisans de la vingtaine entre leur vie d'étudiant à Bologne et leur vie de fête à Avignon. Donc, son frère, c'est son compagnon d'études, c'est son compagnon de fête, c'est son compagnon de poésie, parce que son frère aussi écrit de la poésie amoureuse. Et puis, il y a une rupture dans leur histoire. En 1343, donc Pétrarque a 39 ans, c'est un homme très mûr pour le XIVe siècle. Son frère a 36 ans, et là, son frère décide de rentrer dans les ordres. Il rentre dans les ordres, et il ne rentre pas dans n'importe quels ordres, il rentre chez les Chartreux. Ce qui est quand même une forme de radicalité, d'engagement spirituel par rapport à tout ce qu'il avait à sa disposition à la cour des papes d'Avignon. Il rentre dans un monastère qui se trouve à Montrieux, dans le Var. Et en fait, à partir du moment où Gherardo rentre chez les Chartreux, Pétrarque ne va plus le voir qu'une ou 2 fois au cours de sa vie. En revanche, il lui écrit. Et donc, Gherardo, qui était son compagnon du quotidien, devient un de ses principaux correspondants. Et cette correspondance est essentielle, parce que il se joue dans les rapports de Pétrarque avec son frère quelque chose de l'imaginaire de l'écrivain dans la tradition occidentale comme moine laïque. C'est-à-dire que son frère est moine, il est retiré, il se livre à la prière, et Pétrarque ne cesse de lui écrire en fait quelque chose qui est, au fond, nous sommes pareils, je me dédie à la littérature comme tu te dédies à Dieu, tu fais une œuvre spirituelle, mais moi aussi. C'est-à-dire qu'il se construit complètement en miroir de son frère, et il imagine l'écrivain comme finalement une sorte de moine, mais un quasi-moine. Un moine qui aurait décidé de se dédier à quelque chose d'autre qu'à Dieu, et ce quelque chose d'autre qui est presque aussi important, qui est en fait sacré pour Pétrarque, ce quelque chose, c'est la littérature. Et donc la correspondance de Pétrarque avec son frère est absolument essentielle, parce que en fait son frère lui renvoie sans cesse cette image, et il lui écrit jusqu'à la fin de sa vie, enfin, et parce que son frère vit lui aussi jusqu'à 70 ans, donc il lui écrit encore l'année avant sa mort. Il y a d'ailleurs un passage du testament de Pétrarque où il fait un don très important à son frère et à son monastère, donc c'est quelqu'un qui vit dans son esprit, et son frère lui écrit. On n'a aucune lettre, en tout cas personne ne les a jamais identifiées. C'est-à-dire que Pétrarque dit que son frère a écrit de la poésie, il dit qu'il a écrit un traité qu'il lui a envoyé, qui lui répond, il dit qu'il lui écrit des lettres. Tous ces textes sont disparus, ou sont quelque part dans une bibliothèque à Toulouse, à Avignon, à Rome, et n'ont jamais été identifiés, parce que les manuscrits médiévaux sont pleins de textes anonymes. Donc peut-être que quelque part ce que Gherardo a écrit est encore accessible, mais en tout cas nous on ne le connaît pas. On ne le connaît qu'à travers, encore une fois, la voix de Pétrarque. Donc on ne sait pas ce qu'il lui écrivait, mais on sait ce que Pétrarque lui répondait. Et donc cette aventure avec son frère, c'est l'aventure de sa vie. C'est-à-dire que là encore, les anthropologues disent souvent que en fait les frères et sœurs, c'est les gens avec qui on passe le plus de temps dans notre vie sociale. Des gens qu'on connaît depuis qu'on est enfant, et qui, pour ceux qui survivent, on fréquente jusqu'à ce qu'on meure, ça n'existe pas. C'est-à-dire que on vit avec ses frères et sœurs plus longtemps qu'avec ses parents, qu'avec ses enfants, qu'avec ses conjoints. Et donc Gherardo, ce moine chartreux, c'est un personnage central de l'imaginaire de Pétrarque. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas faire une vie de Pétrarque tout seul, quoi. Il faut raconter l'histoire de cette famille. Le frère Gherardo, c'est celui du Mont Ventoux aussi, qui est certainement le... Non ? Si. Ah, si. Alors, le frère Gherardo, c'est aussi celui... Alors, un épisode qu'on n'a pas encore raconté, mais qui est très important, parce que c'est peut-être la lettre la plus célèbre aujourd'hui encore de Pétrarque, et elle a été citée tout au long des siècles. Elle a été beaucoup citée au XIXe siècle par tous les romantiques.
je ne l'ai pas encore dit, mais Pétrarque est un des grands héros des romantiques du 19e siècle, que ce soit d'abord en Allemagne. Enfin, Pétrarque fascine le romantisme allemand. Le cercle d'Iéna, tous ces gens sont des grands fans de... En fait, ils voient Pétrarque comme l'inventeur du romantisme. Mais les romantiques français, enfin Lamartine, c'est le plus grand pétrarquien du 19e siècle. Lamartine, Victor Hugo. Et parmi les lettres, il y en a une qui est très célèbre, où Pétrarque raconte qu'avec son frère, ils font l'ascension du mont Ventoux. Alors, c'est la familière 4-4 qui est censée se passer en avril 1336. On en fête l'anniversaire ces jours-ci. Et Pétrarque raconte cette histoire d'ascension, alors qui est évidemment faramineuse, qui a retenu l'attention de plein de gens, parce qu'ils partent tous les deux, ils montent jusqu'au sommet, et il raconte que son frère monte tout droit, en prenant le Ventoux de face. Alors le Ventoux, en avril, selon la saison, il peut faire frais encore, et puis que lui monte en zigzag péniblement, et puis qu'il se retrouve au sommet, et que là il a emmené son exemplaire de Saint-Augustin, et qu'il l'ouvre, et que par hasard le passage qu'il ouvre de Saint-Augustin arrivé au sommet, c'est un passage qui dit quelque chose comme au lieu de regarder le monde, il faut se tourner vers soi-même. Et donc à la fois Pétrarque, arrivé au sommet du Ventoux, décrit une vue extraordinaire, tout le panorama de ce qu'on pouvait voir depuis le Ventoux. Et d'un autre côté, son Augustin portatif le renvoie à son intériorité. Et cette scène a été très très souvent commentée parce que il y a des gens qui ont vu l'invention de l'alpinisme, d'autres qui ont vu l'invention du paysage, parce que c'est vrai que c'est une des premières descriptions de paysage panoramique en fait, en 1336. Mais on peut y voir aussi un récit totalement spirituel. C'est-à-dire que ce que Pétrarque raconte dans cette lettre, c'est aussi l'histoire du salut et la manière dont son frère est monté tout droit, le frère qui est devenu moine. Alors ça se passe 7 ans avant, mais la lettre du Mont Ventoux, on sait qu'elle a été réécrite 15 ans plus tard. Écrite ou réécrite, en tout cas le document dont on dispose, il est bien postérieur. Donc Pétrarque raconte cette histoire de son frère, raconte que lui zigzague, mais qui se retrouve au sommet, et puis qui se retrouve autour de Saint-Augustin, qui est à la fois un maître spirituel, mais qui pour Pétrarque est aussi un modèle littéraire, comme il le sera pour Pascal, pour Jean-Jacques Rousseau, c'est-à-dire que c'est aussi le Saint-Augustin des Confessions. Donc on a ce récit extraordinaire que Pétrarque, en plus, à la fin de la lettre, prétend avoir écrit d'un seul jet le soir en rentrant de cette expédition. Alors bon, là on est au-delà de la suspicion, c'est strictement impossible que ce récit littéraire hyper complexe, hyper long, ait été écrit par Pétrarque le soir en descendant à Malocène à la lumière de la bougie. Donc c'est une scène complètement théâtralisée là aussi. Rien ne dit qu'elle n'a pas eu lieu, au sens, il est très possible que Pétrarque d'Avignon ait eu la curiosité de faire une excursion avec son frère jusqu'au sommet de cette montagne qu'on voyait très bien d'Avignon et qui pouvait attirer les regards. Mais ce qui importe pour nous, c'est ce qu'il en a fait littérairement. Ce qu'il en a fait dans son récit, cette mise en scène de ce rapport avec son frère, et puis ce qu'elle est devenue avec le temps, puisque effectivement, au XIXe siècle, c'est cité, des géographes comme Humboldt la citent, enfin, c'est une lettre qui a fasciné toutes les générations, et aujourd'hui encore, si on s'intéresse à l'histoire de l'édition, c'est le texte de Pétrarque le plus souvent édité, et qui est souvent édité à part. C'est-à-dire qu'il en existe des dizaines d'éditions dans toutes les langues, comme un petit fascicule, comme si c'était un texte autonome, au fond, comme si c'était une sorte de nouvelle. Et de fait, elle a un aspect de nouvelle. Et on peut continuer à rêver en lisant ce texte, en se demandant si Pétrarque y est allé effectivement, mais aussi en songeant à tout ce qu'on y voit, parce que je ne sais pas si vous êtes déjà monté au sommet du Ventoux, c'est fascinant parce que Pétrarque raconte un paysage qu'il invente en partie, c'est-à-dire que probablement que les yeux du XIVe siècle étaient plus exercés et que la pollution permettait de voir plus loin. Enfin, du Ventoux de Pétrarque, on voit les Alpes, les Pyrénées, la Méditerranée, tout le couloir du Rhône. C'est-à-dire qu'on a une vue panoramique à 200-300 km. Il y a des gens d'ailleurs qui spéculent encore pour savoir si effectivement on pouvait deviner les contreforts de tel et tel massif depuis le Ventoux. Donc la force de cet imaginaire, si vous voulez, ne nous a pas quittés, et son frère est le protagoniste de cet épisode. Donc là aussi, ça renforce l'importance du frère. Je vais vous laisser la parole parce que vous avez certainement des questions à poser. Peut-être
une dernière ou une de plus, c'est qu'est-ce que la famille ne permet pas d'expliquer chez Pétrarque ? Qu'est-ce que, par ces différentes formes de famille, la famille réelle, la famille imaginaire, la famille de compagnonnage, etc., qu'est-ce qui t'a échappé ? Alors, il y a des choses qui sont hors du livre, et je peux le dire d'autant plus que ça n'est pas le livre que j'avais prévu d'écrire au début sur Pétrarque. C'est-à-dire que je travaille un peu sur Pétrarque depuis très longtemps, parce que j'ai fait ma thèse sur la papauté d'Avignon au milieu du XIVe siècle et la vie de cour. Donc en fait, pour moi, Pétrarque est un protagoniste. Ça fait une trentaine d'années que je m'intéresse à lui occasionnellement, disons. Et puis depuis 5 ans, j'ai fait des séminaires à l'École des hautes études en sciences sociales sur Pétrarque. Et au début, mon objectif était d'écrire un autre livre, dont j'ai écrit une grande partie, mais enfin je ne vais pas tout de suite écrire le tome 2, qui explorait les différentes figures de Pétrarque, c'est-à-dire Pétrarque comme courtisan, Pétrarque comme chrétien, Pétrarque comme collectionneur de manuscrits. Enfin, j'avais conçu en fait une autre forme de portrait, qui était un portrait par rôle social. Donc, preuve qu'on peut écrire un nombre infini de livres sur un sujet. Et en travaillant sur Pétrarque, et en particulier à cause de cette histoire d'abord de relation avec son père, je me suis mis à me dire, mais en fait, là, il y a quelque chose à tirer des relations avec la famille. Et puis, donc après mes 3 premières années de séminaire, j'ai fait 2 années suivantes uniquement sur la famille, en essayant de creuser comme un jeu chaque figure familiale, et c'est ça qui a donné ce livre qui en fait est une bifurcation. Mais dans celui que j'avais en tête, il y avait beaucoup d'autres choses, et il y a des éléments qui sont essentiels, y compris dans mon travail, qui sont par exemple parmi les choses que j'ai beaucoup travaillé aussi avec Patrick Boucheron, puisque lui au départ a fait sa thèse sur la cour de Milan, et au fond mon travail sur Avignon, son travail sur Milan au XIVe siècle sont en partie en écho l'un de l'autre. Et donc ce qu'il y a, par exemple, derrière Pétrarque et qui n'est pas très présent dans le livre, c'est la cour. La cour comme nouvelle structure sociale et politique de la fin du Moyen-Âge. C'est-à-dire qu'au fond, si on veut raconter l'histoire de Pétrarque, on peut la raconter sous l'angle de la naissance de cette nouvelle structure qui va être à la fois un lieu de gouvernement, mais aussi un lieu de production culturelle. Et la cour des papes ou la cour des seigneurs italiens de la fin du XIVe siècle, ce sont des structures qui vont culminer d'une certaine façon, par exemple avec la cour de Louis XIV. La cour de Louis XIV, c'est à la fois le lieu de l'étiquette la plus complexe, un centre de pouvoir qui préfigure l'organisation avec Colbert de l'administration française, et puis c'est aussi l'endroit qui abrite Racine, Molière, Lully. Donc la cour est un lieu aussi important que la famille. Je veux dire, on pourrait raconter l'histoire de Pétrarque à travers cette question de la cour, des écrivains de cour, de ce que la cour fait à l'histoire de la culture en Occident. Pétrarque rencontre à la cour d'Avignon des peintres. Simone Martini, par exemple, dont il parle à plusieurs reprises. C'est un des premiers écrivains à parler de peintres. Et ce lien entre les peintres et les artistes, il est très intéressant. Pétrarque rencontre aussi des musiciens. Donc, au fond, pour l'histoire culturelle, on pourrait raconter cette histoire sous l'angle de la cour. Après, on pourrait aussi la raconter sous l'angle de l'Église. Enfin, il y a plusieurs manières de poser la question. Et donc, moi, j'ai cherché à tirer un fil, aussi parce que je pense que c'était un fil qui avait été peut-être moins suivi jusque-là dans tout ce qui s'est écrit sur Pétrarque. Il y a des milliers de livres qui ont été écrits depuis le XVe siècle sur Pétrarque. Donc voilà, c'est un livre de plus. Et j'ai choisi pour l'écrire quelque chose qui me semblait moins mis en avant que d'autres choses dans le bouquin, quoi. Est-ce que vous avez des questions, du coup ? Quelqu'un qui décide de se lancer ? Donc l'œuvre, elle est donc basée sur une correspondance, d'après ce que vous avez dit. Mais comme actuellement, on voit beaucoup, en particulier en ce moment dans le marathon des mots, il y a beaucoup de correspondances. Mais en général, une correspondance, c'est quelque chose qu'on envoie et puis on ne va pas la récupérer. Alors, comment a-t-il fait ? Il l'a réécrit dans sa tête, il l'a réinventé.
Alors c'est une question essentielle qui renvoie d'ailleurs au fait qu'il est fils, petit-fils, arrière-petit-fils de notaire et qu'il a une pratique de l'écrit qui est celle des professionnels du XIVe siècle, par exemple, garder une copie. Et là, vraiment, votre question est très importante parce que je ne l'ai pas assez souligné, mais Pétrarque garde ses propres archives, c'est-à-dire il se projette comme écrivain, mais un écrivain qui a hérité du savoir-faire des notaires. Donc, en fait, Pétrarque garde. Alors, d'abord, il en fait lui-même la copie, et puis ensuite, il les fait faire. Et à mesure qu'il va être plus à l'aise financièrement, plus entouré, il a un secrétaire qu'il emploie aussi à faire mettre au propre ses œuvres. C'est-à-dire que Pétrarque rature beaucoup, et il y a quelqu'un qui remet au propre. Et donc, si sa correspondance est aussi bien conservée, c'est parce que au fond, il s'archive lui-même, mais parce que c'est un geste élémentaire dans une famille de notaires de garder enfin, vous savez ou vous ne savez pas que le notariat a un système de copie assez complexe précisément parce qu'il a une valeur probatoire et donc on donne l'acte, mais on en garde copie. Et quand Pétrarque commence à réinventer sa correspondance comme œuvre littéraire, en fait, il a à sa disposition un stock de textes qu'il a déjà écrits. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas en inventer certains, qu'il n'en a pas perdu, qu'il n'en réécrit pas, mais il faut rentrer au plus près de cette culture de l'écrit de la fin du Moyen-Âge, c'est-à-dire le moment où certains historiens parlent de révolution documentaire ou de révolution de l'écrit, pour arriver à comprendre que ce que nous on appelle littérature, ça ne naît pas non plus uniquement de quelques hommes inspirés qui retrouvent les auteurs de l'Antiquité. Ça naît aussi d'un système documentaire, de pratiques sociales, et l'une de ces pratiques sociales, c'est cette correspondance. Ce qui fait d'ailleurs que son côté à lui est toujours préservé, mais qu'on n'a quasiment rien des lettres de ses correspondants. C'est-à-dire que, au fond, l'idée de s'archiver soi-même, c'est déjà une projection de soi qui... disons, ne peut voir le jour que dans un contexte socio-psychique assez singulier. Et par exemple, un des seuls correspondants dont on ait les lettres à Pétrarque, c'est Boccace. Précisément parce qu'ils appartiennent à ce même cercle de gens qui veut transformer sa vie en écriture. Et donc, on a des lettres de Boccace à Pétrarque, on a des lettres de Pétrarque à Boccace, mais tous les gens à qui il écrit, sinon, en fait, on n'en sait rien parce qu'ils ne font pas ce travail de copie de leurs propres documents. Donc, c'est très important, ce point, vous avez raison. Est-ce qu'il n'y a quand même pas le précédent de la littérature latine ? Enfin, je veux dire, à Rome, les lettres de Pline, par exemple. Alors vous avez raison, c'est le même et statut. Comme je le mentionnais un peu rapidement tout à l'heure, le fait d'avoir redécouvert lui-même le manuscrit des lettres de Cicéron a été un déclic. Ah pardon. Non, mais vous avez raison. Donc, c'est-à-dire que Pétrarque invente en réinventant. Et de fait, il a quelques grands modèles. Alors, les modèles médiévaux, parce on écrit beaucoup de lettres au Moyen-Âge, je veux dire, les correspondances médiévales sont très considérables, mais ce sont des correspondances qui ont très souvent une fonction diplomatique et spirituelle et ne donnent pas de place à l'intimité, même quand c'est une intimité artificielle pour la littérature. Donc, les modèles que Pétrarque a à sa disposition en matière de lettres, les grandes correspondances du XIIIe siècle, sont des correspondances qu'aujourd'hui on jugerait diplomatiques ou politiques, même si elles sont extrêmement soignées littérairement. C'est-à-dire que la littérature latine du XIIIe siècle est entre autres une littérature de correspondance, mais pas du tout ce genre de correspondance. Et c'est parce que Pétrarque connaît les œuvres antiques et que Pétrarque lui-même, et ça, j'ai pas eu le temps de le dire, mais une partie de sa vie tente de redécouvrir les œuvres de l'Antiquité dont beaucoup avaient été perdues, ignorées, n'étaient plus reconnues dans les bibliothèques. Donc Pétrarque est le redécouvreur des Décades de Tite-Live, par exemple, et c'est le redécouvreur de la correspondance de Cicéron. Et c'est parce que en 1345, dans la bibliothèque capitulaire de Vérone, où il y avait toute une série de manuscrits d'époque carolingienne, que Pétrarque identifie la correspondance de Cicéron, qu'il la lit, et que là il découvre un modèle de correspondance amicale et lettrée
que, entre autres, il va inventer cette correspondance-là. Donc vous avez tout à fait raison, il y a quelques grands modèles. Pour lui, en tout cas, le modèle de Cicéron, le modèle de Sénèque aussi, est un modèle très important. Et on ne peut pas comprendre pourquoi il écrit ce qu'il écrit si on ne comprend pas qu'il se donne des modèles qui sont effectivement des modèles antiques. Et dans sa correspondance avec Boccace, est-ce que les textes sont un petit peu du même niveau de rêve ou est-ce que par contre c'est des récits qui sont plus politiques ou plus réels sur la vie réelle, quoi. Quelle est la relation qu'il a eue comme ça avec Boccace dans sa correspondance? Alors, les lettres avec Boccace sont des lettres qui sont très tournées vers la littérature. Vers la littérature dans ses aspects concrets, c'est-à-dire qu'il parle avec Boccace de ce qu'il écrit, de ce que Boccace écrit. Par exemple, la grande lettre de Pétrarque sur Dante est une lettre adressée à Boccace. Parce que un des grands mystères de Pétrarque, c'est Dante. C'est-à-dire que Dante, c'est l'ombre écrasante de la génération précédente. Et Pétrarque passe quasiment sous silence Dante. Dans les silenciations de Pétrarque, il y a Dante, dont il parle une ou deux fois en disant que c'était un ami de son père. C'est-à-dire qu'en plus, il y a une association entre Dante et son père qui est assez singulière. Et il y a une lettre où il finit par parler de Dante. Et il parle de Dante à Boccace, une lettre tardive, hein, il a déjà plus de 50 ans, où il prétend n'avoir jamais lu, quand il était jeune, la Divine Comédie, ce qui est très très improbable, y compris sous des formes de réminiscence poétique. Enfin, il dit que l'œuvre était tellement importante qu'il n'a pas voulu se laisser influencer, que donc il a lu très tard la comédie, et il fait une sorte de critique de Dante. Alors en même temps, bon, il a du mal à ne pas reconnaître le génie de Dante, mais il dit toute une série de choses un peu perfides sur Dante à Boccace. Par exemple, le fait que Dante est quand même surtout un écrivain de poésie vernaculaire, donc en italien, alors que lui a écrit beaucoup de poésie latine, et le latin est au-dessus de l'italien, même si aujourd'hui, au fond, pour Pétrarque comme pour Dante, leurs œuvres majeures à nos yeux sont précisément ces œuvres qui inventent l'italien moderne. Mais vous voyez, le moment où il parle de Dante, c'est à Boccace. Ils ont en fait une complicité d'écrivains, mais qui donne parfois dans la vie rêvée. Par exemple, il a vis-à-vis de Boccace, qui est un peu son frère adoptif, et toute la fin du livre porte sur la question des familles électives et des relations imaginaires entre lettrés sur le modèle de la famille. Il a des phrases et des passages avec Boccace où il imagine par exemple une sorte de communauté d'écrivains et qu'ils iraient vivre ensemble à 3 ou 4 amis pour écrire. Et c'est pas une communauté hippie, la communauté d'écrivains que pense Pétrarque, c'est une communauté monastique justement. Le modèle, non pas qu'il n'y ait pas de rapport d'ailleurs entre un certain nombre de communautés hippies des années 60-70 et le modèle monastique, mais disons c'est le cénobitisme appliqué à la littérature que Pétrarque imagine précisément avec Boccace. Et puis il y a un autre moment où il imagine qu'il pourrait fusionner leur bibliothèque et ensuite en faire don pour faire une sorte de première bibliothèque publique. Donc il a comme ça toute une série de rêves qui ne concernent que Boccace. Et inversement, Boccace écrit à Pétrarque, et il y a une autre lettre dont on ne peut pas parler de tout, puis je suis bavard. Il y a une lettre très importante de Boccace, parce que j'ai dit tout à l'heure que Pétrarque ne parlait quasiment jamais de sa fille. Pétrarque passe sa fille essentiellement sous silence. Il a aussi une petite fille, et sa petite fille porte le nom de sa mère, Eletta. Et en fait, si on les connaît, c'est parce que Boccace un jour vient visiter Pétrarque à Venise, et Pétrarque est parti en voyage. Et donc Boccace est reçu par la famille de Pétrarque. Et en fait, c'est la fille de Pétrarque qui reçoit Boccace, qui l'accueille, qui lui présente sa petite fille qui a 5 ans à l'époque. Et Boccace écrit à Pétrarque une lettre extraordinaire où en fait il fait le portrait de la famille de Pétrarque. C'est-à-dire qu'en fait, le plus beau portrait de la fille de Pétrarque et de la petite fille de Pétrarque, il est dans la correspondance de Boccace.
C'est Boccace qui lui raconte comment il a vu sa fille et comment il a vu sa petite fille. Donc, vous voyez, la correspondance de Pétrarque avec Boccace, en fait, est très importante pour tous ces aspects-là. Mais c'est presque une correspondance d'écrivains, là. C'est-à-dire qu'au fond, c'est deux personnes qui sont en train de fabriquer quelque chose de nouveau, c'est-à-dire cette République des lettres qui va dominer l'Europe du XIVe jusqu'à la Révolution française et qui va même encore, disons, occuper les imaginaires jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ça qui se joue dans cette correspondance, qui n'est pas du tout la même que la correspondance avec son frère, Moine. C'est-à-dire, Boccace est un autre de ses très grands correspondants, mais de fait, on a des correspondances parallèles là. C'est au sujet du Mont Ventoux. On peut réellement voir tout ce qu'il a vu depuis le Mont Ventoux, de manière tout à fait exceptionnelle, mais c'est possible. En tout cas, moi j'ai jamais réussi à voir les Pyrénées du Ventoux, mais je sais que c'est... Mais c'est tout à fait exceptionnel. C'est une chose qu'on peut voir une fois chaque 20 ans, quelque chose comme ça. Il faut être là le bon jour. En tout cas, ce jour-là, alors, il s'est passé vraiment beaucoup de choses, parce qu'il a à la fois ouvert Augustin à la bonne page, et il a vu les Pyrénées. Non, mais je peux... Enfin, en plus, je l'ai vu. Non, mais attendez, je vous crois absolument. Et... C'était pas du Ventoux, c'était un avion, mais on voyait réellement les Pyrénées jusqu'à Bayonne d'un côté et les Alpes de l'autre. J'étais dans la cabine de pilotage. C'est une époque lointaine que vous n'avez peut-être pas connue où on pouvait voyager dans la cabine de pilotage. Et le pilote avait vu ça 2 fois dans sa vie. Mais donc, c'est pour dire la rareté de ce point de vue. Mais vous avez raison. C'est pas impossible. Vous avez raison et je pense que c'est possible. Et les gens qui se sont intéressés, il y a tout un pan de littérature sur Pétrarque, de géographie historique, parce que ce texte est fascinant. Et donc les gens qui se sont intéressés à la perception de la géographie ont beaucoup commenté ce texte. Et effectivement, tout porte à croire que c'était possible. Alors là, on revient à ce que fait la littérature au monde. C'est-à-dire, est-ce que Pétrarque l'a vu ce jour-là? Est-ce qu'au XIVe siècle, quand il faisait beau, on le voyait plus facilement? Ou est-ce qu'il savait que c'était possible parce qu'il avait une amie comme vous qui l'avait vu un jour et il lui avait raconté? Et est-ce qu'il a utilisé ce savoir pour en faire de la littérature? C'est-à-dire, est-ce qu'il savait qu'on pouvait potentiellement, un jour de beau temps, voir des Alpes jusqu'aux Pyrénées et qu'il l'a raconté alors que lui, il l'avait peut-être pas vu ce jour-là? Si ça se trouve, il y avait de la brume, si ça se trouve, il faisait pas beau, si ça se trouve, il est jamais monté. Ce qui, moi, me semble plus étonnant, c'est qu'il ait réussi à écrire ce texte après une bonne grosse randonnée. Ça me paraît improbable pour le coup. Moi aussi, mais c'est comme la lettre de Giacomo Colonna qui raconte que l'or n'existe peut-être pas. Je pense que Pétrarque a parfois laissé la trace dans sa correspondance de certaines de ses coutures ou de ses fabrications. C'est-à-dire que quand il dit à la fin de la lettre... la journée finie et je finis d'écrire cette lettre. Est-ce qu'il pensait sérieusement qu'on croirait que c'est arrivé de cette façon-là? C'est pas certain. De même, il y a une autre lettre fameuse dont je parle pas dans le livre parce qu'elle concerne un tout autre sujet qui est cette histoire de couronnement de poètes. Pétrarque, en 1341, réinvente une cérémonie à l'antique qui est de se faire couronner prince des poètes par le roi de Naples, Robert. Donc il descend à Naples et puis ensuite il va à Rome et il reçoit une couronne de laurier. Et dans une lettre, il raconte que le même jour, à 3 heures d'intervalle, il reçoit 2 émissaires, l'un du roi de Naples et l'autre de l'université de Paris, de la Sorbonne, pour lui proposer d'être couronné prince des poètes. Bon. Il n'est pas sûr absolument, en tout cas je ne mettrai pas ma main au feu que un jour de 1341 soit arrivé à Fontaine de Vaucluse. À ce moment-là, c'est la maison de campagne de Pétrarque, à Fontaine de Vaucluse, et qu'à 3 heures d'écart, 2 types aient toqué à sa porte en lui disant « Oh, Messer Francesco, est-ce que vous voulez venir vous faire couronner prince des poètes à Paris ou à Naples ?» Et évidemment, il dit qu'il a choisi l'Italie parce que c'est l'Italie la vraie patrie des poètes, etc., etc. Bon, tout ce qu'on sait de ce couronnement, c'est une sorte d'extraordinaire mise en scène de soi où il organise avec une série d'intermédiaires à Naples cette mise en scène pour qu'il soit reconnu comme le plus grand poète de son temps. Je veux dire, c'est comme les éditeurs et les prix littéraires. Donc, il fait tout pour que ça arrive.
il y a très peu de chances que l'épisode raconté dans cette lettre soit vrai, mais pourtant il la laisse. Il laisse cet épisode, il le raconte. Il le met même en scène en disant « Ah, quand même, c'est extraordinaire ce qui est arrivé ce jour-là. » Bon, il est coutumier du fait, donc voilà, je pense que... Je ne sais pas s'il a vu les Pyrénées, mais en tout cas, il en a fait un objet littéraire qui a traversé 7 siècles. Et ça, c'est pas rien. Alors, c'est aussi formidablement agréable et intéressant de lire Étienne Anaïm que de l'écouter parler. Je vous encourage à lire son livre. C'est plus long qu'une rencontre en librairie. Et vraiment, c'est assez étrange parce que je parlais de la rencontre avec Patrick Boucheron, qui a un livre absolument foisonnant, tout en spirale et en feu d'artifice comme ça. Toi, tu as écrit un livre d'une grande rigueur et d'une espèce de totale évidence, qui est d'une certaine manière l'écriture opposée de celle de Patrick, et c'est de l'autre bord un livre tout aussi extraordinaire et intéressant. Alors j'avais dit à Patrick qu'on sortait de son livre en sachant plus ce qu'était la peste. Là, on sort du tien en ayant l'impression d'avoir compris Pétrarque, et franchement, le plaisir est le même. Du coup, lisez Pétrarque, Portrait de famille, lisez Pétrarque tout court aussi, c'est quand même pas mal comme œuvre, et merci pour tout, Étienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, merci à vous. L'ouvrage de Pierre Anaïm, Pétrarque, Portrait de famille, est publié aux éditions de Minuit. Vous venez d'écouter une rencontre à la librairie Ombre Blanche, enregistrée mercredi 8 avril 2026 et réalisée et mise en onde par Radio Radio, en partenariat avec Radio Radio Plus et Radio Terre.